des foules immenses, massées sur les parvis, te confient leur souffrance et leur croix et leur vie. Mais qui es-tu, Marie? Mais dis-moi, qui es-tu? Marie, Notre-Dame de vie, montre-nous l'infini, montre-nous l'infini. Pour que la terre entière, vierge, reine ou maman, Myriam ou bonne mère, t'appelle à chaque instant. Mais qui es-tu, Marie? Mais dis-moi, qui es-tu? Marie, Notre-Dame du temps, montre-nous ton enfant, montre-nous ton enfant. Pour qu'il y ait tant d'icônes, de vitraux, de statues, cantiques à la Madone, procession dans les rues. Mais qui es-tu, Marie? Mais dis-moi, qui es-tu? Marie, Notre-Dame des rues, guide-nous vers Jésus, guide-nous vers Jésus. Dame de sauvegarde, de pitié, de merveille, du secours, de la garde, de la terre et du ciel. Mais qui es-tu, Marie? Mais dis-moi, qui es-tu? Marie, Notre-Dame du ciel, montre-nous le soleil, montre-nous le soleil. C'est extraordinaire, vraiment extraordinaire. Vous êtes-vous plongé dans ce regard attirant et confiant, posé sur chacun qui lève les yeux vers Notre-Dame de Tongres? Vous êtes-vous laissé impressionner par ce doux visage de mère qui offre son fils et connaît déjà son destin? Avez-vous été ému par ces carnations pâles rehaussées de pommettes au teint de pêche? Et cette petite bouche légèrement pincée qui semble vouloir nous dire son grand secret. Je ne me lasse pas de contempler Notre-Dame. Elle attire, elle écoute, elle comprend. Elle exauce, elle guérit, elle est extraordinaire. Le divin rejoint l'humain. Au nom de Père André Luxac, recteur de la basilique de Tongres Notre-Dame, bienvenue à toutes et à tous. Ce soir, Dr Emmanuel Mercier, responsable du service de restauration-conservation des sculptures en bois polychromé de l'IRPA, et sa collaboratrice Violette de Monti vont nous faire l'honneur de nous retracer l'étonnante épopée que Notre-Dame de Tongres a vécue dans leurs ateliers bruxellois. Nous savons que la statue a été en de très bonnes mains. Leurs expertises ne sont plus approuvées. Mais une dimension supplémentaire était évidente. Le souhait
de nous restituer une statue qui vit dans sa basilique, dans son village, avec ses pèlerins, son culte, et non une œuvre d'art qui serait observée dans une vitrine de musée. Cette finesse de cœur, nous l'avons perçue, vous l'avez éprouvée, et nous vous en remercions très chaleureusement. Place maintenant à la science. Bonsoir. Bonsoir à tous, vous m'entendez bien, j'imagine, avec le micro. Donc nous allons retracer les résultats de l'étude et du traitement de la Vierge, qui, comme vous le savez, depuis février 2020, est classée comme trésor à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et c'est grâce à la Fédération Wallonie-Bruxelles que la Vierge a pu entrer à l'IRPA. On le verra, il y avait quelques petites préoccupations par rapport à son état, rien de très grave, mais c'était surtout l'occasion de l'étudier, d'en savoir davantage. Alors sa place dans l'histoire de l'art, comme elle est datée habituellement du XIe siècle, vous la voyez ici avec d'autres sculpture de ce corpus qui est assez mince, maigre. On a quelques Christ et quelques vierges, 5 autres vierges qui sont datées à peu près de la même époque. Alors quand on regarde ces vierges de plus près, déjà, au niveau de la taille, on se rend compte elles ne sont pas très grandes. À cette époque-là, elles ne dépassent pas le mètre. 49 cm, donc elle est à peu près de la taille de la Vierge de Berthem, qui est un peu plus tardive. On pourrait s'attarder un petit peu à l'iconographie aussi. Ici, la Vierge maintient l'enfant contre elle, comme on le voit d'ailleurs aussi avec la Vierge de Berthem. Pas de pomme qui apparaît tout de même, notamment avec la Vierge des Veniers qui tient une pomme déjà dans la main. Alors on a quelques références bibliographiques, notamment des articles de Jean-Claude Gillin, historien de l'art, sur lequel je vais revenir. Au niveau de l'état de conservation de ce corpus, très souvent, les vierges sont dans l'état de la Vierge de Horis, qui est conservée au musée Grand Cursus à Liège, c'est-à-dire que on a presque le bois nu avec des restes de polychromie, un bois qui en général a subi les attaques d'insectes xylophages et donc, comme c'est le cas ici, un état assez difficile. On peut parler de sculpture un peu défigurée. D'autres vierges, par contre, se montre dans un état comme vous voyez la Vierge de Berthem avant et après sa restauration. Et donc avant restauration, elle était un peu noyée dans l'épaisseur de ses repeints. En Belgique, en général, une sculpture est repolychromée 1 à 2 fois par siècle, ce qui fait que parfois on peut avoir des épaisseurs assez importantes. Mais donc, pour cette époque-là, on a très rarement, sinon pas, de polychromie d'origine bien conservée. Donc les vierges ne se présentent plus dans leur aspect d'origine. Et l'histoire matérielle de la Vierge de Notre-Dame, elle est justement assez compliquée.
compliquée à saisir. Pourquoi ? En raison de cette restauration qu'elle a subie en 1968, donc par un restaurateur anversois. On va avoir des images de cette restauration que l'on connaît au travers de diapositives dans l'atelier du restaurateur et aussi par les commentaires d'une visite du comte Joseph de Borgrave d'Altena et de Jean-Claude Gillin, donc cet historien de l'art qui apparaît dans la bibliographie. Alors voilà certaines étapes de la restauration. Donc on voit qu'avant restauration, comme on l'a vu dans la vidéo, elle apparaissait aussi recouverte probablement de nombreuses polychromies. Les formes sont assez noyées dans ces épaisseurs. Et puis sur la photographie du centre, on voit que le restaurateur, si vous regardez au niveau de la base, a enlevé probablement un marouflage, enfin une toile, et on voit apparaître, voilà ici, quelque chose de plus ancien. Et là, on suppose qu'il a enlevé tout ce qui était plus récent sur cette toile, mais l'aspect est très hétérogène. On ne comprend pas très bien. Et puis, Jean-Claude Gillin nous dit, parce que là donc il nous dit que la polychromie qui comportait des repeints fut en partie décapée. Ensuite, il nous dit, malheureusement, la sculpture fut aussi repeinte et recouverte d'un vernis brillant. Et donc, effectivement, nous ne comprenons, je me retourne vers ma collègue Violette, nous ne comprenons pas très bien ce passage entre la première image et la seconde. Qu'est-ce que ce restaurateur a fait ? Il nous manque une image, en fait, entre les deux pour comprendre. Mais effectivement, le résultat, vous voyez une photo de 1974, c'est quelque chose finalement d'assez récent. Je vais y revenir. Alors, autre chose aussi, on distingue comment est-ce qu'on appelle ça ? Un sceau, merci, en cire à l'arrière de la sculpture qui, après restauration, aujourd'hui a disparu en tout cas. Et parmi les débris, puisque le restaurateur, comme nous le dit Jean-Claude Gillin et comme on le voit sur les photos, a démonté le siège, on voit donc encerclé de rouge ce sceau de cire parmi les débris. Donc le siège a été démonté et les parties jugées trop abîmées remplacées. Au final, d'autres parties furent refaites, nous dit Jean-Claude Gillin, la main de l'enfant, des pieds, etc. En fait, c'est un petit peu toutes les parties en jaune, les parties sommitales du trône, le bout du nez de l'enfant, par exemple, sont toutes des parties refaites. On voit aussi dans la première diapositive que les pieds de la Vierge étaient très attaqués par les insectes et ont été complètement refaits. Donc une restauration assez difficile à comprendre, à saisir, sans un rapport. Et cette difficulté a eu assez rapidement une répercussion, puisque en 1974, il y a eu en fait un doute d'authenticité, puisque ce restaurateur anversois a également fourni des copies. Vous les voyez là, donc la copie qui se trouve dans l'église et celle qui se trouve au musée d'art wallon à Liège.
On comprend, d'après des échanges, donc il y a un doute d'authenticité. On ne sait plus très bien qui est l'original, ou on s'inquiète un peu de savoir si l'original est toujours là. Je me demande toujours si ce n'est pas lié à... il faudrait vérifier au niveau chronologique, mais Notre-Dame d'Acren a également été copiée. Et là, le sculpteur qui a fourni la copie a prétendu que l'original s'était effrité, mangé par les insectes, mais il a été retrouvé, elle a été retrouvée, bien heureusement, chez un antiquaire. Donc, est-ce que c'est à cause de cette histoire qu'il y a eu cette préoccupation? Et donc, en tout cas, Jean-Claude Gillin demande au curé de Tongres que la sculpture soit amenée à l'IRPA pour un avis. Excusez-moi. Et donc, c'est ce qu'on a fait en novembre 1974. Elle est venue pendant 2 jours. Alors, j'ai appelé la responsable de l'atelier à cette époque, qui m'a dit qu'elle n'est pas vraiment rentrée dans l'atelier, qu'elle est restée sur le bureau du directeur et qu'on demandait à tous les experts de venir l'observer. Et donc les avis étaient un petit peu partagés, mais la plupart des anciens collègues trouvaient que la restauration l'avait dénaturée, disons. Alors, venons-en maintenant à ce que nous avons fait en 2023-2024. Donc, elle est rentrée le 3 avril, repartie le 25 janvier 2024, pour une étude technique et un traitement de conservation-restauration. Là, vous voyez la Vierge lorsqu'elle est arrivée dans l'atelier. Alors pendant ces mois d'absence, où vous ne l'avez pas vu ici dans l'église, certains d'entre vous sont venus à plusieurs reprises à l'IRPA, avec également une collègue donc, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, une autre collègue du musée du Cinquantenaire, enfin un petit comité qui s'est réuni donc, à 3 reprises pour suivre l'évolution de l'étude, mais aussi pour prendre des décisions, discuter en matière de traitement. Voilà quelques images. Et celle-ci, vous l'avez vue dans la vidéo. Alors, on a réalisé donc une radiographie en stéréo, ce qui veut dire donc que vous voyez, vous avez 2 radiographies de la Vierge là qui sont affichées, et avec une petite paire de lunettes, si vous fixez les 2 radiographies, au bout de quelques secondes, vous devez voir apparaître au centre une 3e image qui est en 3D. Alors ça ne marche pas avec tout le monde, et donc il y a eu quelques petits essais. Mais en général, avec un peu de patience, on y arrive. Et donc, cette radiographie, elle permet de localiser plus précisément les endroits refaits ou mastiqués, les endroits plus abîmés, les assemblages aussi éventuellement. Et ici, justement, cette Vierge est en monoxyle, si vous voulez. Donc, à cette époque-ci, il est assez courant que l'enfant soit rapporté, comme vous le voyez ici, sur le giron de la Vierge. Ce n'est pas le cas de Notre-Dame de Tongres, où l'enfant est sculpté dans le même bloc de bois que la Vierge, comme d'autres exemples que vous voyez ici. Alors, autre élément de l'étude, on peut, en suivant les cernes du bois,
localiser l'emplacement de la sculpture dans l'habit de bois. Donc là, vous voyez un schéma qui illustre cet emplacement. C'est important c'est intéressant et important parce que ça peut expliquer l'apparition de fentes, et c'est aussi important pour choisir l'emplacement d'un prélèvement pour une analyse, une datation au carbone 14. Je vais y revenir. Alors, il y a eu aussi une identification du bois par le laboratoire. Lors de la restauration de 1968, le restaurateur a pensé qu'il s'agissait de bois de poirier, mais les analyses du laboratoire ont montré qu'en réalité, il s'agit de peuplier. Alors, les sculptures, quand on revient au corpus, les sculptures de cette époque sont sculptées dans des essences très très variées. En général, on n'a pas de chêne. Il y a quelques exceptions, mais dont la datation est un peu problématique. Donc on a du tilleul, de l'aulne, du saule et du peuplier. Vous voyez plusieurs exemples avec la Vierge d'Évenier au Grand Cursus, qui est datée aussi du XIe siècle, plus ancienne encore la Vierge d'Essen en Allemagne, ou un autre Christ. Donc c'est une essence qu'on retrouve à cette époque, et au XIIe siècle également. Alors une autre observation intéressante, c'est le relevé des traces d'outils. On sait d'après les observations, avant le XIIe siècle, on n'observe en général jamais d'utilisation de gouges arrondies, qui sera très utilisé en sculpture. Donc on a uniquement des gouges plates. Et c'est bien le cas ici sur la sculpture, autant à l'arrière que ce qu'on peut deviner sur la face. Donc c'est un autre élément qui, disons, coïncide avec la datation au XIe siècle. Alors, la question de la datation, justement, si on regarde dans la littérature, beaucoup de sculptures du XIe siècle sont datées autour de 1065 ou après 1065, et c'est très souvent en référence aux portes de Sainte-Marie au Capitole à Cologne, qui sont plus précisément datées. En ce qui concerne la Vierge de Walcourt, qui est également datée du XIe siècle, il y a un document d'archives, la consécration d'un autel, qui peut apporter un élément supplémentaire. Dans le cas de la Vierge de Notre-Dame, c'est la légende de son apparition qui est intéressante. Alors, on a profité de cette étude pour faire une datation au carbone 14. Le carbone 14 fournit toujours une très large fourchette de possibilités. Et donc, dans ce cas-ci, la fourchette proposée avec 95,4% de probabilité, c'est une datation entre 1040 et 1220. Alors évidemment, on a envie de savoir, mais c'est plutôt 1040 ou c'est plutôt 1220 ? La méthode d'analyse ne permet pas d'aller plus vers l'une de ces dates ou plus vers l'autre, c'est juste la fourchette possible. Donc on peut dire que l'analyse au carbone 14 est vraiment compatible avec l'apparition de la sculpture telle qu'elle est relatée en 1081, ce qui est déjà très intéressant. Alors passons maintenant, on a vu quelques éléments liés plutôt à l'aspect sculpture, sculpté.
Passons maintenant à la question de son aspect coloré, de sa polychromie. Comme il s'agit d'une sculpture du XIe siècle, l'étude de ces polychromies est vraiment très très intéressante. On n'a pas de tableau de cette époque-là. Vraiment, l'histoire de la peinture, c'est sur ce genre de sculpture qu'on va rechercher les témoins les plus anciens. On a longtemps pensé, jusque dans les années 1970, que la sculpture en ronde-bosse avait disparu et qu'elle était réapparue à la période automnienne, mais qu'à cette époque, il s'agissait de sculptures reliquaires et qu'elles étaient, comme toutes, comme la Vierge d'Essen, recouvertes de plaques métalliques, donc d'aspects dorés et de pierres précieuses. Toujours dans les années 1970, on pensait que la réapparition de la polychromie datait du XIIe siècle et que c'était un grand mystère pour l'histoire de l'art. Mais depuis, les études ont montré que ce n'est pas tout à fait comme ça que les choses se sont passées. Et notamment, je vous montre l'exemple de la Vierge de l'évêque Imad de Paderborn, donc qui, elle, est datée 1058, qui a été recouverte de plaques métalliques, mais qui a d'abord connu une polychromie. Donc vous voyez ici des macrophotos et ici des reconstitutions. Et quelque chose de très coloré avec des motifs décoratifs. Alors, en ce qui concerne Notre-Dame de Walcourt, on la connaît plutôt comme ceci, également recouverte de plaques métalliques. Lors de son étude à l'IRPA, là aussi, les collègues ont découvert, en enlevant quelques éléments de ce décor métallique, alors ça fait un petit peu peur comme ça, mais ils ont retrouvé un petit peu partout également des traces de polychromie, donc plus anciennes. Et ainsi de suite, en fait, avec les nouvelles datations du carbone 14, on a par exemple en Belgique le bon Dieu de Tancrémont qui a fait un bond en arrière d'un siècle, qui est daté maintenant vers l'an 1000, et qui lui aussi montre que dès l'origine, il était richement polychromé. Donc, qu'en est-il de la Vierge de Notre-Dame? Donc, nous avons réalisé une étude stratigraphique des polychromies. Donc, ça se fait sous microscope binoculaire en observant toute la surface et surtout les endroits avec des petites lacunes, parce que c'est ces endroits qui nous montrent, qui nous donnent une vue stratigraphique de la situation. Chaque observation est reportée systématiquement sur un schéma que vous voyez là, illustré sur une fiche plutôt, illustrée d'un schéma, de macrophotos avec une description. Au début, on ne comprend rien, c'est toujours comme ça. On ne comprend rien et on se dit on n'y arrivera pas. Mais à force de faire des fiches, tout d'un coup, on finit par faire des rapprochements, à reconnaître ces couches et à pouvoir proposer un ordre, une succession. Alors, c'est important de préciser que la restauration de 1968, comme nous l'a dit Jean-Claude Gillin, a consisté à éliminer des repeints. Et ça, on peut vous le confirmer. Il n'y a vraiment plus grand-chose d'ancien. Ce restaurateur a vraiment gratté l'entièreté de la surface sur les vêtements en particulier, l'enfant. Et donc, les couches les plus anciennes, on va vraiment les rechercher dans les petits coins cachés qui lui ont échappé.
même ces petits restes apportent des informations. Alors, le niveau le plus ancien que l'on ait observé, donc le plus bas dans la stratigraphie, directement en contact avec le bois, on a d'abord une préparation sur le bois que vous voyez en 1, qui est orangée. Elle est constituée donc de craie, de blanc d'os et de minium, un pigment à base de plomb orangé. Elle est très très fine, cette couche de préparation. En fait, c'est plutôt même un enduit. Très fine, parfois même presque plus présente. Ça, c'est vraiment une caractéristique de toutes les sculptures les plus anciennes qui ont été étudiées. C'est cette habitude d'appliquer les couches picturales presque directement en contact avec le bois, avec presque un bouche-port plutôt qu'une préparation. Ensuite, les préparations vont devenir assez épaisses. Donc ça, c'est vraiment une particularité de cette période. Ensuite, sur le vêtement de la Vierge, on voit une très fine couche blanchâtre ici, un petit peu partout. Et là, donc ça c'est une macrophoto, c'est ce que l'on voit dans notre microscope, nous les restaurateurs. Ici, c'est un prélèvement du laboratoire, donc c'est la même chose, mais un minuscule morceau, plus petit qu'un grain de sel, mais qui est fortement grossi par les microscopes. On voit ici cette fine couche de préparation orangée et la couche blanche. Alors il s'agit de blanc de plomb, donc un pigment connu depuis la nuit des temps, mais aussi dans une des coupes il y a un grain d'or-piment, un pigment jaune sur lequel je vais revenir, et de l'arsénolite qui est un produit de dégradation de ce même pigment. Sur la tunique de l'enfant, à peu près la même chose. On voit également ces couches de blanc de plomb avec un grain d'or-piment. Et puis, on le voit ici, quelques traces de rouge foncé, peut-être une laque rouge parce qu'il y a une présence d'alumine qui pourrait être utilisée comme substrat. Enfin bref, je passe. Donc ça, c'est une hypothèse. Ah, je me trompe. Alors, à quoi est-ce qu'on peut comparer ces résultats? Eh bien, à cette même Vierge de l'évêque Imad de Paderborn que je vous montrais plus tôt, dans la reconstitution qui en a été faite, vous le voyez, elle portait des vêtements entièrement blancs avec des motifs rouges. On voit quelques restes à l'arrière qui ont permis ces reconstitutions. Donc ça, c'est une première hypothèse, des vêtements blancs. Disons qu'on a un autre cas, ça existe à la même époque. Mais on peut émettre une deuxième hypothèse aussi, en raison de la présence d'or-piment. Donc l'or-piment, c'est un pigment jaune très très vif, comme vous le voyez là, qui est un trisulfure d'arsenic. Alors c'est un pigment qu'on trouve à l'état naturel, qui est importé d'Asie, qu'on peut également produire artificiellement, mais en général on évitait parce que comme c'est un trisulfure d'arsenic, c'est bien connu dans les traités anciens qu'il faut s'en méfier pour la santé. Alors ce pigment jaune était très utilisé au XIe siècle, et également dans la première moitié du XIIe siècle, comme substitut de l'or. Donc il avait une couleur très très vive, et on le retrouve notamment sur ce Christ, donc, qui est daté vers 1070,
en Allemagne. On voit ici, là aussi, hein, c'est des petits restes tout petits. Et d'ailleurs avec une couche rouge qui peut également correspondre à des motifs. C'est ce même orpiment qui recouvre le bliot de la Vierge de Hermal-Souy, de la même époque, qui est conservé au musée d'art et d'histoire. Et comme sur toutes ces sculptures que je viens de vous montrer, c'est vraiment des petites traces, mais ici on a une Vierge plus tardive, 1170, donc un siècle plus tard, conservée à Zurich, au musée de Zurich, et qui a fait l'objet d'une étude. Donc il s'agit de la polychromie d'origine qui est vraiment exceptionnellement bien conservée ici. Et je vous la montre parce que la tunique de l'enfant est recouverte de ce même orpiment. Et comme ça, vous voyez un peu l'effet que ça donne. C'est vrai que ça a un effet assez doré. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire sur les hypothèses concernant les vêtements. Blanc avec des motifs rouges ou bien jaune or, jaune doré, avec des motifs rouges. Ici, ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'on s'est rendu compte que le restaurateur de 1968 a gratté le visage également, on voit même des traces de griffes, mais il s'est arrêté, et il s'est arrêté surtout au niveau le plus ancien. Ça, c'est assez incroyable. Et ce niveau le plus ancien est en fait exceptionnellement bien conservé pour l'époque si on regarde tous les autres exemples. Alors, il n'y a pas que le niveau le plus ancien, il y a des petits restes aussi des niveaux postérieurs, mais comme il les a grattés, il n'y a pas grand-chose de ces autres niveaux. Alors les chairs, elles sont couleur vraiment ivoire, très, très pâle, et comme le rappelait Marie tout à l'heure, on a des petits rehauts de rose sur les joues. Au niveau des pigments, c'est du blanc de plomb et du cinabre. Donc le cinabre, c'est la forme naturelle, la pierre du vermillon, le vermillon étant un pigment artificiel qui sera utilisé abondamment à partir du XIIIe siècle. Donc là aussi, le fait de trouver du cinabre montre à nouveau qu'on est dans quelque chose de plus ancien. Les carnations ne reposent pas ici sur cet enduit jaune, mais sur un fin enduit blanc. Alors on n'a pas fait d'analyse de liant, parce que ça demande des prélèvements et on voulait vraiment limiter au maximum les prélèvements de matière. Mais le fait de trouver dans des couches picturales du blanc de plomb ou du minium, tous des pigments à base de plomb, est déjà une indication qu'on a affaire à des couches huileuses, parce que ce sont des pigments qui se lient très bien à l'huile. Et ce que j'ai oublié de vous dire aussi tout à l'heure, c'est que le fait de trouver des couches de préparation aux pigments au plomb et très fines et huileuses, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans tous les autres exemples de cette époque étudiés, disons la majeure partie. Ici, je vous montre cette Vierge de Horis que je vous ai montrée au début pour vous montrer un visage un peu ravagé par les insectes xylophages. Comme j'aime bien le dire, c'est malgré tout une sculpture qui a de beaux restes. Quand on sait les apprécier, il y a pas mal d'endroits où on peut observer la polychromie très ancienne. Et ici, notamment, c'est un reste de carnation qui est assez proche de ce que l'on retrouve sur la Vierge de Tongres. Alors, on a aussi trouvé des petites traces de noir sous les yeux qui soulignent
les paupières, traces de rouge aussi au niveau de l'œil. Donc vous devez vous imaginer à cette époque un regard très, très ouvert, un peu comme cette Vierge de Zurich. Sur les cheveux de la Vierge et de l'enfant, on a retrouvé des traces d'une couche sombre, brun noir, qui est aussi caractéristique de l'époque. Et sur le bord inférieur de la couronne de l'enfant, des traces de rouge orangé. Ça, c'est systématique. Les couronnes sont toujours doublées de rouge pendant tout le Moyen-Âge, en fait. Sur le siège, on a trouvé à ce niveau-là des restes de rouge assez vifs. Et c'est tout ce qu'on a retrouvé à ce niveau-là du XIe siècle, à ce niveau d'origine. Ensuite, on a retrouvé des traces, on comprend qu'elle a été qu'elle a connu plusieurs polychromies. On trouve des traces sur le vêtement de la Vierge d'une couche bleue, que vous voyez en deux ici, gris-bleu. Alors, on pensait pouvoir détecter un bleu utilisé à l'époque, mais non, ce n'est que du noir, un mélange de noir de carbone et de blanc de plomb. C'est assez étonnant. À cette époque, ce mélange est souvent utilisé plutôt en sous-couche à du bleu outremer, lapis lazuli. Mais ici, aucun grain, aucune trace de bleu outremer. On le voit ici sur la Vierge de Berthem, dans une reconstitution. Son bliot était entièrement recouvert de ce bleu qui est aussi un pigment d'importation. Que vous dire encore de la polychromie ? Eh bien que sur les photos durant la restauration de 1968, on devine sur le siège des petites lancettes comme ceci, qui sont anciennes. C'est ce type de décoration que l'on retrouve au XIIe, XIIIe siècle, mais comme elles ont été éliminées, on peut juste constater qu'elles étaient présentes et c'est dommage. Elles sont perdues pour l'étude. Ensuite, il y a eu une troisième polychromie, et là sur le vêtement de la Vierge, je ne vous parle que du vêtement de la Vierge, parce que sinon on va y passer la soirée, mais c'est un vert très vif qui a été trouvé un petit peu partout. L'intervention de 1968, c'est une imitation, on peut dire, d'une polychromie ancienne. La stratigraphie, elle est très confuse. Sur les vêtements, ce sont des déchets de feuilles métalliques, dorées pour le voile, feuilles d'argent pour le vêtement de la Vierge. L'ensemble est recouvert d'un vernis, mais un vernis teinté, donc pour donner vraiment un aspect patiné, un aspect vieilli. Le siège est entièrement redoré, les cheveux de la Vierge aussi. Et donc c'est très difficile de comprendre, mais qu'est-ce qu'il a imité ? Parce que Jean-Claude Gillin nous dit qu'il s'est basé sur une polychromie qu'il aurait vue, mais nous n'en avons pas vu de traces. Cela dit, dans la seconde moitié du XIIe siècle, on trouve ce genre de polychromie, c'est-à-dire des vêtements entièrement recouverts de feuilles d'argent. Est-ce que ce restaurateur a vu quelque chose, mais qu'il a fait disparaître, hein? C'est ce qui se faisait en général au XIXe siècle. Les restaurateurs observaient et puis enlevaient tout et puis recopiaient ce qu'ils avaient observé.
c'est possible. Surtout ici, on a cette petite bande rouge, or et noir. Est-ce qu'il a vu des choses comme ceci? Bon, on ne le saura jamais, je crois. Et voilà, je vais laisser la parole à Violette qui va vous parler du traitement. Mais donc, une fois cette étude réalisée, c'est vrai que la question qui se posait, c'était comment va-t-on restaurer cette Vierge? Est-ce qu'on va se contenter de consolider ce qui doit être consolidé, un traitement minimal de conservation, ou est-ce qu'on veut aller plus loin, on veut montrer autre chose, notamment ce visage ancien, et d'où toute l'importance des réunions, des échanges qui ont eu lieu, parce qu'il fallait tenir compte des autres valeurs de cet objet, pas seulement sa valeur historique, sa valeur comme objet important dans l'histoire de l'art, mais comme objet, tenir compte de son importance comme objet de culte. Aussi un objet qui est désormais connu par l'intermédiaire de ses copies. Et donc, il y a eu ce questionnement, mais est-ce que si à la fin du traitement, elle diffère des copies, est-ce que ça va poser un problème? Voilà, mais je laisse la parole à Violette. Alors, après cette étude passionnante sur la polychromie et sur l'étude de l'histoire matérielle de la Vierge, je vais maintenant vous parler un peu de comment le projet a débuté. Donc en 2022, la présidente de la Fabrique d'Église, donc Marie de Viron, s'inquiète d'une fracture au niveau du trône de la Vierge et de l'aspect assez jaunâtre de l'ensemble. Et en plus de ça, la Fédération Wallonie-Bruxelles était intéressée de faire une étude approfondie de l'œuvre parce que jusqu'ici, aucune étude approfondie avait été réalisée. Donc en 2022, une offre de prix sera réalisée par Emmanuel. La sculpture arrivera en avril 2023. Donc le déballage, c'était déjà quelque chose de très impressionnant de voir la Vierge de si près. Tout de suite à l'IRPA, la sculpture, elle a été en studio photo pour la photographier sous tous les angles avant qu'on fasse quoi que ce soit. Et donc, comme Emmanuel vous a parlé, on réalise les fiches stratigraphiques de la polychromie, mais on va aussi faire des constats d'état très détaillés de la surface peinte et aussi du support bois. Et ces constats sont très importants pour pouvoir traiter l'œuvre, pour comprendre quelle partie correspond à quelle période, comprendre les dégâts, les altérations. On s'est donc rendu compte que différentes réflexions avaient été assemblées sur la sculpture originale. On a pu se rendre compte de ces réflexions grâce à l'examen visuel, mais aussi grâce au laboratoire de dendrochronologie, qui va permettre d'identifier les essences des différentes parties. On s'aide aussi également des radiographies et surtout aussi des clichés, des fameux clichés que le restaurateur a pris lors de son intervention en 68. Donc juste pour rappel, vous voyez qu'il a reçu la Vierge avant traitement avec cet habit rouge, sans doute peint sur une toile, qu'il l'a complètement arraché, en arrachant sans doute des parties de polychromie originale. Donc il obtient ici un aspect assez lacunaire, hétérogène. Et puis, on voit qu'il commence à rajouter les petites terminaisons du trône. Donc ça, c'est comme si c'était une première phase après traitement. Et ensuite, il va encore plus loin en ajoutant une petite main à l'enfant et en complétant les bouchages au niveau de la base. Donc on voit aussi qu'il rajoute cette nouvelle polychromie, argent, or.
Et donc nous, quand on l'observe avant traitement, elle ressemble donc à cet état après l'intervention de Antoine Damen. Alors le premier traitement qu'on a réalisé, on s'est occupé d'éradiquer tout éventuel insecte xylophage, parce que comme vous voyez, la surface était ponctuée de petits trous d'envol. Alors on ne pense pas que l'attaque était active, mais par mesure de sécurité, on a effectué ce qu'on appelle une anoxie. Donc vous voyez que la sculpture, elle est emballée de manière hermétique dans une poche. Et on va remplacer l'oxygène par de l'azote pendant un laps de temps d'environ 20 jours afin d'éradiquer tout insecte. Alors ensuite, on a pu s'attaquer au dépoussiérage et au dégraissage de la surface. Donc on voit qu'un léger film de poussière est enlevé. Ensuite, il y avait la question de ce fameux vernis coloré, vernis jaunâtre, qu'on a fait des petites fenêtres pour voir s'il était possible de l'enlever. Si au niveau des carnations, on était très satisfait du résultat, et on y reviendra juste après, en revanche, au niveau des vêtements, on obtenait un état très hétérogène qui ressemble en fait à toutes ces petites feuilles métalliques que Antoine Damen avait appliquées et qui rendaient un aspect un petit peu satisfaisant esthétiquement. Donc on a décidé de ne pas pousser le dégagement du vernis au niveau des vêtements et du trône. En revanche, pour les carnations, vous voyez que l'état qu'on obtient après nettoyage est en fait un état très ancien, peut-être original, et donc assez exceptionnel compte tenu de l'âge de la sculpture. Donc c'est posé, comme en a parlé Emmanuel, toute la question de si on enlève ce visage que Damen a rendu, alors la sculpture se différenciera de ces deux autres copies. Donc pour rappel, lors de la restauration de 68, le restaurateur a fourni une copie à l'église pendant ce laps de temps. Et le musée de la ville wallonne sera tellement bluffé par cette copie qu'il en demandera lui-même une copie par le même restaurateur pour une expo sur le pèlerinage. Et donc voilà, là c'est les mêmes questions dont Emmanuel a parlé et dont nous avons discuté lors des réunions avec les différents intervenants pour savoir quelle version de la sculpture nous devons privilégier. Alors, suite aux réunions, l'accord a été trouvé pour plutôt continuer l'élimination du vernis au niveau des carnations. Donc, comme vous le voyez, on fait ça de manière très progressive, centimètre par centimètre. Et on obtient, c'est vrai, un état de surface lacunaire, mais comme je le disais, exceptionnel pour l'âge de la sculpture, et un état qui en fait se ressemble très fort à celui dont le restaurateur a été confronté juste avant qu'il fasse sa retouche. Alors, si on a été très satisfait des zones au niveau du visage de la Vierge, au niveau de l'enfant, l'état était vraiment très lacunaire. Donc, on a majoritairement ici le support bois qui est mis à nu, avec quelques petits îlots de polychromie originale, mais aussi de surpeint. Pareil au niveau des mains et des pieds, l'état est très lacunaire. Alors, lors des réunions, pour un peu rassurer les intervenants, on a réalisé des simulations de retouches de manière d'abord numérique pour montrer que
certaines lacunes peuvent être retouchées, et ce, à des degrés graduels. Donc on a un degré assez faible de retouche à un degré plus poussé. Et donc tout ça s'est fait toujours en discussion avec la Fabrique d'église, la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour décider quel degré adopter. Alors pour l'enfant, donc comme je vous le disais, l'état était très lacunaire, mais malgré tout, on était assez content de retrouver vraiment une distinction entre la couronne et les cheveux. Parce que le restaurateur de 68, lui, avait plutôt peint la couronne et les cheveux dans la même couleur, donc un brun, ce qui rendait un peu à l'enfant une coiffure haute qui était assez différent de l'intention originale. Donc vous voyez ici les photos en labo après le dégagement de ce vernis et un petit rappel de comment la sculpture était. Donc on voit qu'on a vraiment retiré cette retouche du restaurateur de 68. On a retiré donc ce regard assez présent et on espère avoir rendu un aspect un peu plus authentique. Alors vous l'auriez sans doute remarqué, mais quand on a nettoyé, on est tombé sur le nez de l'enfant qui était un bouchage de 68. Et ce petit nez avait tendance à partir, à se détacher du support. Il était aussi un peu travaillé de manière pointue et un peu en trompette. Donc plutôt que d'essayer de le refixer, on a décidé de le déposer. Et en fait, on avait assez d'informations pour recréer le nez, plus proche de la morphologie d'origine. Donc on avait la base des deux petites narines de l'enfant, de son nez, et le dessus du nez. Et donc on s'y est aussi inspiré du nez de sa mère. Et on a réalisé ce petit bouchage en poudre de bois et avec de la colle. Et ce même matériau de bouchage a été utilisé pour combler tous les petits trous d'envol que vous voyez un peu partout sur la surface. Alors ensuite est venue la question du masticage des lacunes. Et lors des réunions, beaucoup d'intervenants étaient fort dérangés par ces deux lacunes au niveau du front et aussi cette lacune très foncée au niveau de la joue. Et donc nous avons posé des mastiques, donc c'est à base de craie et de colle. Et ensuite, ces mastiques vont être colorés à l'aide d'une retouche. Et donc, on a choisi une retouche par petits points. Donc, c'est une retouche qui, de très près, se distingue. Et à une distance d'environ 1 mètre, elle se veut s'intégrer aux couches originales. Alors, voici les photos avant et après traitement. Et là, juste pour le plaisir des yeux, des petits détails de Notre-Dame. Alors la consécration du travail, ça a été aussi de pouvoir participer à la procession de février, qui était un moment très fort, donc nous ne sommes pas prêtes d'oublier. Et voilà, merci pour votre attention.